Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Maoudoba, historien militaire contemporain, professeur en études stratégiques de défense et politique de sécurité, et il nous vient du Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui donc le professeur Ba. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour, Monsieur Soli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes historien militaire contemporain, professeur en études stratégiques de défense et politique de sécurité. Oui. Nous allons donc parler aujourd'hui de la géopolitique et la géopolitique donc en Afrique et dans le monde. Mais avant cela, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup, Monsieur Soli. Moi, je suis Michel Bamode, professeur en histoire militaire contemporaine, en même temps aussi en études stratégiques de défense, c'est-à-dire tout ce qui est question géopolitique, géostratégie, etc. En même temps, je suis engagé en politique au sein de mon pays, le Sénégal. Et vous êtes donc sensibilité patriotique, PASTEF. C'est ça. Très bien. Alors, donc, Monsieur Ba, aujourd'hui, donc, nous allons faire le tour du monde, mais plus particulièrement en Afrique. Donc, nous allons d'abord parler donc de la visite du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, en Afrique de l'Ouest. Il a effectué donc un déplacement en Côte d'Ivoire et également donc dans les pays de l'AES, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ensuite, il a également été en Sierra Leone. En Guinée. Donc, tout cela, en Guinée-Conakry également. Donc, Oui. tout cela, est-ce qu'il est parti pour aujourd'hui resserrer les rangs des États de l'Afrique de l'Ouest? Oui, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Soli, pour cette question. Donc, c'est une question très intéressante parce que quand on parle de Ousmane Sonko, on parle du président Bassirou Diomaye Faye. Quand on parle de ces deux, on parle de PASTEF. Donc, PASTEF, c'est quoi? C'est une rupture. C'est-à-dire que depuis notre indépendance, nous, Sénégalais, on avait l'habitude que nos rapports privilégiés le plus souvent, c'est entre le Sénégal et l'ancienne puissance coloniale et tout ce qui tourne au niveau de l'ancienne puissance coloniale, comme les États-Unis et les pays européens. Mais actuellement, il y a une rupture. La rupture est basée sur quoi? Sur le fait qu'on doit privilégier ce qu'on appelle la coopération régionale, la coopération sous-régionale. Et la coopération sous-régionale commence avec les pays frontaliers, commence avec les pays au-delà de nos frontières, c'est-à-dire les pays ouest-africains dans le cadre de l'UEMOA comme dans le cadre de la CEDEAO. Mais Monsieur Ba, il y avait une crise entre dans la CEDEAO, à l'intérieur de la CEDEAO, et trois pays l'ont quitté et ont créé leur propre entité qui s'appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc Ousmane Sonko après les pays de la CEDEAO, il a effectué une autre tournée dans les pays de l'AES. Et qu'est-ce que vous analysez dans ça? Alors, c'est-à-dire que en Afrique, il y a une nouvelle conscience qui est née avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que les Africains, ils ont accès à l'information. Avant, on n'avait pas accès. Ceux qui avaient accès, c'était juste les politiques, les administrateurs civils, etc. Mais actuellement, tous les peuples africains ont l'accès à l'information, ce qui fait que nous, Africains, nous comprenons que il y a ce qu'on appelle une relation en défaveur de nos pays. Donc, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, comme au Niger, c'est-à-dire pendant des années, il y a ce qu'on appelle des groupes terroristes qui nous attaquent. En même temps aussi qu'il y a une coopération avec l'ancienne puissance coloniale qui est présente, qui se bat à nos côtés avec beaucoup de forces, des forces de l'Union africaine, des forces des Nations Unies, avec voilà des pays qui sont très forts sur le plan militaire, des puissances militaires européennes comme les Danois, les Allemands et tout. Mais cela n'empêche que depuis 10 ans, il y a ces attaques terroristes à répétition. C'est pourquoi des présidents comme il y a eu ce qu'on appelle les soulèvements populaires dans ces pays. Après les soulèvements populaires, ce sont les militaires qui arrivent au pouvoir. Les militaires au pouvoir arrivent au pouvoir, ils disent que les politiques sont en connivence avec l'ancienne puissance coloniale. Donc, il faudra mettre fin à cela. On met fin à cela, on met sur pied une nouvelle une nouvelle politique pour lutter contre le terrorisme. Cette politique fait appel à qui?
fait appel à la Russie parce que voilà, on a vu que la Russie c'est un expert dans le domaine de la lutte contre le terrorisme parce que dans les années 2000, début années 2000, on a vu ce qui s'est passé avec les Tchétchènes. Donc tout d'un coup, ce problème a été très vite réglé. En un moment en Occident, on sait que depuis la fin des années 80, années 2000, il y a eu ce qu'on appelle le terrorisme, etc. Donc depuis que il y a un nouveau partenariat, ces armées qui étaient autrefois sous-armées avec des pays comme la France ou les États-Unis, que je parle de l'armée malienne, je parle de l'armée burkinabé ou bien de l'armée nigérienne, il y a ce qu'on appelle une montée en puissance, ce qui fait qu'il y a aussi de la frustration par rapport à ces militaires parce que les pays de la CEDEAO, ils disent que voilà, la constitution a été, comment dirais-je, piétinée par ces militaires, mais à mon avis, je pense que c'est une bonne chose que ces militaires arrivent parce que le pays doit être d'abord stabilisé. Donc, reconquérir d'abord, comme le nord Mali, le nord Burkina et le nord du Niger, reconquérir, pacifier et passer le pouvoir aux civils. Du SAR comme Alexandre, voilà, le temps de l'URSS. Voilà, bien avant que l'URSS, c'est-à-dire que l'URSS ne commence qu'à partir de 1922, alors qu'avant 1922, avant la révolution de 1917, il y avait l'empire des Sars qui intégrait des peuples, que ça soit les Tchétchènes, que ça soit les Ouzbeks, que ça soit les Kazakhs, les Mongols, etc., qui sont intégrés progressivement dans l'empire. Donc, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une intégration, une russification. Cette mentalité est très différente de la mentalité européenne occidentale. Ça ne s'est pas fait avec des armes. Voilà. La mentalité occidentale, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on occupe votre pays durant la colonisation, on crée ce qu'on appelle des peuples. Il y a ce qu'on appelle les colons et les indigènes. Les colons, ils ont les privilèges et tout, alors que les indigènes, ils vivent sous la domination, sous la contrainte, sous le travail forcé de ces, colonies. Voilà, de la puissance coloniale. Par contre, la Russie aussi a fait beaucoup pour l'Afrique. N'oublions pas que la Russie a soutenu les guerres d'indépendance. Oui. Les guerres d'indépendance, que ce soit la Guinée-Bissau, la Cap-Vert, que ce soit, les pays lusophones. Les pays, l'Angola, Mozambique, mais aussi a soutenu l'ANC de Nelson Mandela, a soutenu, l'Algérie de Boumediene, etc. Au-delà de ça, les Lumumbis au Congo ont été soutenus par l'URSS, par les Cubains Che Guevara, etc. Ce qui fait que, voilà, c'est un retour de l'ascenseur, ce qui fait ça. Bon, alors, moi, je me suis dit que si on interroge l'histoire, surtout l'histoire militaire, on se rend compte que la Russie, c'est une bonne chose. Du coup, en plus, les pays qui coopèrent avec la Russie sur le plan militaire, mais ce sont des pays qui sont forts militairement, qui ne se font pas piétiner. Comme l'Algérie, il a une forte armée avec des armes de dernière génération. Au moment où, regardez des pays comme le Mali, des pays comme, s'appelle le Niger, le Burkina, ce sont des pays dont les armées, ils se battent avec des fusils qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui datent de la guerre du Vietnam, etc. Alors que regardez l'armée algérienne, les pays de l'Asie de l'Est qui coopèrent avec la Russie, ils se battent avec des armes de dernière génération. Et je vous dis que d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez voir des armées super puissantes, que ça soit le Mali, que ça soit le Burkina et le Niger, qui feront face à n'importe quelle guerre, que ça soit des guerres conventionnelles ou bien des guerres asymétriques. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération au pouvoir en Afrique. Donc, vous venez de le citer dans les pays de l'AES. Ils sont jeunes. Au Sénégal également. Donc, il y a le tandem Sonko-Diomaye. Donc, aujourd'hui, à votre avis, donc cela va changer beaucoup pour l'Afrique? Oui, cela va changer. On est obligé parce qu'au fait, si vous ne vous inscrivez pas dans cette logique de changer les choses, c'est le peuple qui vous demandera de changer. Regardez ce qui se passe actuellement au Togo, ce qui se passe au Kenya, ce qui s'est passé chez nous au Sénégal. C'est-à-dire, c'est le peuple qui vous dit, nous, on veut du changement. Comme je vous l'ai dit, on a l'accès à l'information. On sait bien ce qui se passe à travers le monde. Vous ne pouvez pas voir des villes comme Shanghai, comme Dubaï, comme je ne sais pas Paris, tout ça là, avec tout ce qu'ils ont. Et les Africains savent que ces pays-là, le plus souvent, ils n'ont pas de ressources naturelles, ils ont juste des ressources humaines. Par contre, on a des ressources humaines et on a des ressources naturelles et des ressources humaines qui doivent être formées. C'est la formation de ces ressources humaines qui vont convertir ces ressources naturelles en richesse. C'est cette production de richesse qui fera de nos pays des pays développés. C'est pourquoi ces jeunes-là qui viennent d'arriver, ils n'ont pas le choix. Ils vont changer le pays, sinon, voilà, c'est le peuple qui fera face. Voilà. Et donc, en parlant du Togo, donc, en ce moment, il y a des manifestations violentes au Togo et contre le président Faure Gnassingbé, donc qui est au pouvoir depuis maintenant plus de 10 ans, et son père a occupé ce même fauteuil plus de 30 ans. Est-ce que vous croyez que c'est ce même vent de changement qui souffle au Togo aussi? Oui,
C'est la même chose parce que les Togolais, ils ont vu ce qui s'est passé au Sénégal. Moi, j'ai connu des Togolais ici même en Île-de-France, en France, je veux dire, avec qui j'étais à la fac quand on était en train de se battre. Voilà, ils avaient de la sympathie, voilà, ils vous encourageaient, etc. Ils vous disent que, voilà, nous voulons être comme vous un jour. C'est-à-dire que, voilà, il y a une inspiration de ce qui s'est passé au Sénégal, une inspiration de ce qui s'est passé au Mali, etc. Ces soulèvements populaires, ce sont ces mêmes soulèvements populaires qui vont inciter d'autres pays aussi comme le Congo, la République du Congo, c'est-à-dire que Brazzaville, Ouais. ainsi que des pays comme le Cameroun qui sont avec des dirigeants qui sont là Qui depuis sont très là longtemps. depuis plus de 40 ans. Voilà, depuis plus de 40 ans. Pourtant, il y a des jeunes Camerounais qui sont en France, qui sont dans la diaspora, partout, qui sont très compétents, qui sont même au Cameroun, mais on leur donne pas le pouvoir. On préfère donner le pouvoir à des gens avec une mentalité qui date Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que si les dirigeants restent au pouvoir autant de temps, c'est parce que les populations restent passives? Oui, mais c'est parce qu'en fait, cette situation, on ne voit cela qu'en en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale qu'on ne voit que ça ne bouge pas. Depuis 1960, ils n'arrivent pas à organiser des élections libres et transparentes. C'est parce que aussi, il y a aussi les effets de la colonisation. Alors, la colonisation, on les a tellement divisés, ces pays de l'Afrique centrale, ce qui fait que c'est difficile de créer ce qu'on appelle l'idéal des nations. Nous, au Sénégal, on a cette chance, c'est-à-dire que il y a un héritage que les ancêtres nous ont laissé. Non seulement s'il y a une population dominante comme les Wolofs ne sont pas des suprémacistes vis-à-vis des Sérères. Les Wolofs ne sont pas suprémacistes, les Diola, etc. En plus, nos parents, Diola, Sérères, je sais pas, Mandeng et autres Bambara, Pulaar, ils nous ont laissé ce qu'on appelle des liens de cousinage forts qui cimentent notre harmonie sociale. Par contre, dans ces pays, c'est pas le cas. Certains étaient de l'Empire du Congo, les autres étaient c'est-à-dire d'autres empires, ce qui font que, alors, il y a ce morcellement depuis la conférence de Berlin de 1884-1885, fait que ces pays-là, ils ont du mal à créer ce qu'on appelle l'idéal de nation. C'est-à-dire que vous allez au Cameroun, vous dites que oui, les Bamis sont mieux. Oui, mais non, les Bamis, si vous les mettez au pouvoir, ils aiment trop déjà, ils contrôlent économiquement le pays. Nous, les Bassa et tout ça, on est mort. C'est comme ça dans beaucoup de pays. Donc, avec l'ethnicisme. Voilà, l'idée, l'ethnicisme est assez fort dans ces pays-là. Dans ces pays. Ce qui fait que, voilà, il y a, comment il s'appelle, le président camerounais qui est là depuis plus de très longtemps. Biya est là depuis très longtemps. Et les choses ne bougent pas. Le pays ne bouge pas économiquement, alors que l'Afrique centrale, c'est la partie de l'Afrique la plus riche du monde. Ce sont les pays les plus riches du monde. Donc, à votre avis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique amorce son virage de développement? C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir des institutions. Les institutions, ce sont les institutions qui font un pays. C'est-à-dire qu'on est en France, on est aux États-Unis, au Japon. Et solides. Des institutions beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides, beaucoup plus solides même que les hommes qui les dirigent. C'est-à-dire que si vous allez dans un pays comme les États-Unis, les institutions, que ça soit le Capitole, la Maison Blanche, je sais pas, l'Anglais et tout ça là, le Pentagone, ce sont des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Ce sont les institutions parfois même qui peuvent écraser les hommes forts. Mais ici, ce sont les hommes qui écrasent les institutions, ce qui fait que le peuple est écrasé. Alors, donc, nous allons donc rester toujours au Sénégal et le président Ousmane Sonko est allé en Chine. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire, cette visite? Comme vous l'avez si bien dit que, une fois au pouvoir, les dirigeants africains se pressent de venir visiter donc l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas le cas maintenant. Sonko, lui, il est allé en Chine. Oui, ça se voit. C'est-à-dire que lors de sa prise de fonction en avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye, ce qu'il a fait en premier, il est allé en Mauritanie, il est allé en Gambie, il est allé en Guinée, au Mali, etc. C'est-à-dire, il vous montre que nous sommes vos frères, on va être avec vous. C'est-à-dire que les premiers partenaires commerciaux de la France, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire les pays frontaliers. Mais nous aussi, on doit faire comme ça. Le Japon fait ça, les États-Unis, dans le cadre de l'ALENA, c'est le Canada ainsi que le Mexique. Mais nous aussi, on doit faire de la même chose. Les Chinois n'aiment pas les Japonais, mais c'est leur premier, le plus grand, voilà, client, etc. Donc, la visite de Ousmane Sonko, c'est quelque chose, au Japon, c'est quelque chose de très symbolique. C'est une visite purement économique et diplomatique parce que la visite est assortie de beaucoup de choses. En plus, la Chine inspire. Il y a plus de 60 ans, la Chine était là où nous sommes. N'oublions pas que la Chine a vécu plus de 100 ans de colonisation avant ses 100 et d'humiliation.
que par les Japonais, les Français, etc. La Chine était un pays colonisé, corrompu avec le régime de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire le Kuomintang, etc. Mais en 1949, Mao cherche les nationalistes, les marionnettes américains, il instaure un gouvernement communiste. C'est ce gouvernement communiste qui stabilise le pays jusqu'en 1976. 1976 jusqu'en 1997, Deng Xiaoping arrive avec ses 4 réformes. Il change le pays, c'est-à-dire que c'est inspirant. Le président a fait un bond spectaculaire. C'est ça, un grand bond en avant qui commence avec Mao. Ce grand bond en avant va se convertir en un bond spectaculaire, comme vous l'avez dit. Ce qui fait que la Chine, c'est une source d'inspiration pour se libérer de l'ancienne puissance coloniale, mais aussi a su se surpasser pour devenir ce qu'on appelle une grande puissance économique comme aujourd'hui. Donc, comme l'a bien dit le président le premier ministre Ousmane Sonko quand il est allé au mausolée de Mao. Donc, il a dit que Mao inspire. C'est tout à fait normal. Mao inspire du patriotisme, mais aussi du pragmatisme. C'est-à-dire patriotisme, libérer son pays de la colonisation. Pragmatisme, mettre son pays sur l'orbite qui lui mène vers le développement. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi la Chine a retrouvé ce qu'on appelle ce qu'elle est, parce qu'il y a plus de des siècles avant, la Chine était le centre du monde. Donc, avec ses grands philosophes comme Confucius, avec ses grands écrivains, historiens comme Sun Tzu, etc. Donc, c'est un retour. C'est-à-dire que nous, les Africains, on doit s'inspirer aussi de la Chine. S'inspirer comment? Pour dire que on était où avant? Avant, on était les descendants de Kemet, c'est-à-dire de l'Égypte pharaonique. Avant, on était les descendants de l'Empire du Ghana. Avant, on était les descendants de l'Empire du Mali. Hein? Avant, on était les descendants de l'Empire du Tekro, du Jolof, voilà, de Gabou, etc. Ce sont des empires vraiment importants. Alors que chez nous, le plus souvent, quand on nous demande notre histoire, on dit juste que la colonisation et l'indépendance. Alors que notre patrimoine historique, c'est ça qui doit être la base. Parce que on a une large richesse. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, il y a d'abord le patriotisme historique. Vous formez bien les gens qui savent qui ils sont. Après, vous les formez à d'autres métiers comme être des ingénieurs, etc. Ils ne seront jamais corrompus. Parce qu'ils aiment le pays, ils vont se dire que ce pays-là est mon pays. Si je suis corrompu, le pays va s'effondrer. Et si le pays s'effondre, je suis perdant. Je suis perdant. Partout où je vais, on me dit que vous êtes Sénégalais. On vit ici depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans, mais on nous montre toujours que nous sommes Sénégalais. Mais pourtant, si on développe notre pays, on oublie que nous sommes des Sénégalais. Ils vont nous intégrer. Parce que les Chinois vivent en France. Mais on oublie qu'ils sont Chinois parce qu'ils ont une diplomatie économique très forte. Ce qui font que les Chinois, il y a plus de, voilà. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils vivent bien parce que si on leur crée des problèmes, il y a l'ambassade de la Chine à Paris qui vont appeler le président pour lui dire que voilà, il y a mes compatriotes qui sont victimes de ceci ou cela. Voilà. Le problème est réglé. Voilà. C'est ça l'importance de cette visite diplomatique, c'est pour amorcer un virage. Est-ce que vous croyez que ça sera bénéfique pour le Sénégal, économiquement parlant? Économiquement parlant, parce que c'est assorti de beaucoup de choses. Sur le plan de l'urbanisation, il y a la construction de plus de 60 000 logements, voilà, etc. Donc, on voit bien l'architecture urbaine de la Chine, comment ça a changé des années 60 à nos jours, parce que c'est l'une des plus belles villes que Shanghai, que ça soit Guangzhou, que ça soit, je ne sais pas, Pékin, etc., avec les mausolées, les musées, les patrimoines historiques, culturels qui font de la Chine un pays avec très... des moyens de transport moderne, etc. Donc, sur le plan numérique, le Sénégal a signé des accords, etc. Sur le plan culturel, sur le plan sportif, l'ensemble, ce sont des accords que le Sénégal avait, par l'intermédiaire du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a signé, ce qui fait que cela va changer, va impacter positivement l'évolution du Sénégal avec ce qu'on appelle le plan Vision 2050. Alors, donc, belle transition. Donc, ce plan Vision 2050 et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a connu beaucoup de plans, le temps de Macky Sall, le plan de Abdou Diouf, plan Reva et tout ça. Le maître Abdoulaye Wade. Oui. Donc, maintenant, c'est un autre plan, Vision 2050. Est-ce que vous croyez que finalement, d'ici 2050, le Sénégal sera sur la voie du développement? Alors, actuellement, on est optimiste dans la mesure où d'abord, il y a ce qu'on appelle un plan de développement. Ce plan de développement, pour changer systématiquement, pour changer de façon systémique, le Sénégal s'appelle la Vision 2050. Donc, la Vision 2050 est économique d'abord, écologique, sur le plan de la bonne gouvernance, etc. Donc, ce qui fait que, sur le plan de la bonne gouvernance, d'abord, on lutte contre le
La corruption. C'est la chose la plus importante. Avec la C'est un corruption, fléau en c'est Afrique. un fléau en Afrique. C'est-à-dire que si on arrive à trouver une solution par rapport à cela, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir de l'argent qui doit servir à l'éducation, à la santé. Il y a une petite minorité, une infime minorité qui prennent, Qui se le partagent. voilà, qui se le partage. C'est vraiment pathétique. Autre chose, avec ce qu'on appelle sur le plan économique, c'est la chose la plus importante. Parce que nous, au Sénégal, on a un problème. Le problème qu'on a, on a un problème de littoralisation. Quand on parle de littoralisation, il y a une concentration des activités économiques et politiques au niveau des grandes villes, les villes littorales, les villes qui sont au bord de la mer. Avec la vision 2050, il y a ce qu'on appelle les pôles économiques, les 8 pôles, que ce soit au nord, nord-est, le centre, etc. Ça permet d'investir au niveau au niveau du reste du Sénégal pour permettre à ces zones, parce que au Sénégal, chaque partie du Sénégal a ses potentialités naturelles, a ses immenses ressources, c'est-à-dire le Sénégal oriental avec les mines et tout ça. Donc, avec Tambacounda comme capitale économique, ça pourra booster l'économie, que ça soit au sud avec l'agroalimentaire, que ça soit comment ça s'appelle, à Kaolack avec tout ce qui est, voilà, tout ce qui est agriculture, avec comment ça s'appelle, avec l'arachide et tout ça, qui est le bassin arachidier, Thiès, avec tout ce qui est relatif par rapport au domaine ferroviaire, le Nord, pétrochimie, Dakar, technologie de l'information et de la communication. Donc, l'ensemble va permettre au pays d'être aussi raccordé sur le plan infrastructurel et mettre sur pied des infrastructures de communication dans le domaine ferroviaire, dans le domaine routier, dans le domaine aéroportuaire et dans le domaine portuaire. Ce qui fait que le Sénégal sera connecté au niveau des transports. Un pays qui est connecté au niveau des transports, c'est un pays qui est connecté régionalement et est un pays aussi qui est connecté sur le plan mondial. C'est-à-dire, vous intégrez la mondialisation, ce système par lequel, qui permet un échange. C'est-à-dire que le Sénégal ne sera plus une périphérie de la périphérie qui exporte seulement des matières premières, mais le Sénégal sera un noyau intégré de la mondialisation qui nous permet d'être un pays vraiment émergé, pas émergent. Un pays émergent, c'est un pays qui est développé mais qui garde des traits de sous-développement. Par contre, un pays émergé, autant pour moi, c'est comme la Chine. C'est-à-dire, c'est un pays qui est sorti de la pauvreté. Il n'y a pas d'inégalité de développement comme au Brésil ou bien l'Afrique du Sud. Donc, voilà. Donc, c'est un pays qui arrive à résoudre tous les problèmes de sa population. Le Sénégal est producteur de pétrole et de gaz. Hein. Et est-ce que c'est, pour vous, c'est un mal ou un bien? En Afrique, on a remarqué que le plus souvent, quand vous avez les hydrocarbures, tels que le pétrole, le gaz naturel, etc., c'est synonyme c'est une malédiction. Donc, c'est pas une bénédiction. C'est ce qu'on nous a fait croire. À nous qui avons fait l'école sénégalaise, on nous a toujours montré avec un système éducatif hérité de l'époque coloniale qui nous montre que si vous voulez... Parce qu'il y a souvent dans ces pays-là, on constate qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Donc, nous, on a de la chance le plus souvent. On a eu des problèmes, on a eu des troubles dans le passé pour l'unification de notre pays après les indépendances, avec ce qui s'est passé en Casamance, avec ce qui s'est passé en Banjul, avec Kokai Samba Sagna en 1981, ou bien avec ce qui s'est passé au nord avec la Mauritanie. Ça fait partie du processus de la consolidation de nos frontières, mais aussi de la consolidation de l'idéal de nation. On a dépassé ça. Le Sénégal est devenu une nation. C'est-à-dire que l'État sénégalais, l'administration sénégalaise est présente partout. Si vous voyez au nord Mali, il y a les terroristes, il y a un problème là-bas. L'État n'est pas aussi présent. Il n'y a pas d'école, il y a rien qui prouve que ici c'est le Sénégal. Mais si vous allez au fin fond du Sénégal, à Fongolemi, il va y avoir ce qu'on appelle le drapeau sénégalais, il va y avoir un bureau de poste, il va y avoir ce qu'on appelle l'école qui montre que ça c'est l'administration. L'État est là. L'État est là. Présent. Donc avec ce qu'on appelle, c'est pourquoi, voilà. En plus, on a une armée professionnelle et tout ça, voilà, des paramilitaires professionnels, même si parfois il y a certaines bavures, qui permettent de sécuriser le pays. Donc, ce qui fait que les hydrocarbures représentent ce qu'on appelle une bénédiction. Une bénédiction dans la mesure où il y aura ce qu'on appelle une bonne gestion, mais aussi une très bonne signature des contrats. Parce qu'on sait bien que depuis les indépendances, avec ce que le régime précédent a laissé aussi, il y a toujours ce qu'on appelle des signatures ou bien des accords qui est défavorable à nous. C'est-à-dire que à l'État du Sénégal, le plus souvent, on n'a que 10%. Les 90% revient à ce qu'on appelle aux compagnies étrangères, ce qui est injuste. Donc, pour que ces hydrocarbures soient ce qu'on appelle une bénédiction pour l'Afrique, pour le Sénégal, il faudra que
voilà, il faut qu'il y aura une bonne gestion. Continuer aussi à mettre tous les Sénégalais au même niveau parce que ce n'est pas bon de créer de la frustration. Si vous créez de la frustration, il y a des gens qui vous détestent, qui sont prêts à allumer le pays par le bout des frontières en disant que voilà, il y a des terroristes ici, etc. pour créer de l'instabilité. Et c'est à travers cette instabilité qu'ils pourront vous contrôler, vous disent que voilà, je vais vous apporter une aide militaire, une aide financière pour vous contrôler. C'est-à-dire, on crée la tension ou la guerre chez vous pour pouvoir vous vendre du matériel militaire. C'est ça, vous vendre du matériel militaire en vous montrant aussi que vous avez besoin de nous. Si vous signez pas d'accord avec nous, vous risquez d'avoir des problèmes. Les problèmes que vous aurez, c'est l'instabilité, un problème de gestion, soulèvement populaire, etc. De ce fait, vous êtes dans la répression de votre peuple. Du coup, votre peuple vous haïsse, hein. Donc vous aurez resté sur une mauvaise dynamique de malgouvernance. Alors, donc, concernant le conflit entre la République démocratique du Congo et le M23 soutenu par le Rwanda, donc quelle est votre analyse sur ce conflit? Alors, c'est-à-dire que ça, c'est un conflit qui date de longtemps quand même. Voilà, si on voit bien. Alors, on commence d'abord, on relaisse ce qui a commencé au lendemain des indépendances avec l'assassinat de Patrice Lumumba, etc. On commence avec ce qu'on appelle le génocide du Congo, du Rwanda en 1994. On sait bien qu'après le génocide, il y a avec la prise du pouvoir du Front Patriotique de Paul Kagame, il y a beaucoup de génocidaires autour qui se sont enfuis vers l'est de la République démocratique du Congo, au niveau de Kivu. Voilà, tout le problème, c'est ça. Donc, ce sont ces gens-là qui réclament le Rwanda, et le Rwanda pense que si ces gens-là ne sont pas extradés, ils vont revenir et reprendre le pouvoir. Ce qui fait qu'aussi, le Rwanda reste sur la défensive. De 1994 jusqu'à nos jours, c'était ça le problème. Le Rwanda reste toujours sur la défensive avec, les miliciens, que ce soit les Mai Mai, etc., les M23. Tout ça, en fait, c'est un problème tellement complexe qui se base sur cela. Du coup, n'oublions pas même que ce sont ces miliciens qui ont aidé, Kabila en 1997 à prendre le pouvoir. Dès le lendemain de son arrivée au pouvoir, en 1998, il va y avoir la première guerre du Congo. Avec cette première guerre, on a vu que il y a tous les États de l'Afrique centrale, y compris des pays comme la Libye, le Tchad, des pays comme l'Afrique du Sud. On appelle ça la première guerre africaine. Avec la deuxième guerre africaine, etc. Ce qui fait qu'en fait, c'est trop complexe. Au-delà de ces divergences liées au génocide, il y a aussi le problème du contrôle des ressources minières. Avec les ressources minières, il y a tout le temps la Chine qui est derrière un groupe rebelle M23. Il y a toujours un autre pays, les États-Unis, qui sont derrière les Mai Mai. Il y a la France et la Belgique qui est derrière le gouvernement congolais. Il y a l'Union européenne qui est derrière le Rwanda. En fait, c'est trop compliqué. Ce qui fait que c'est une situation complexe. C'est ça. Un expert que vous êtes. C'est ça. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo est tellement vaste. Ouais. Donc peut-être même qu'on aurait dû dire que dès le début de créer ce qu'on appelle une sorte de balkanisation en quelque sorte. C'est-à-dire que ça résoudrait peut-être les problèmes parce que depuis son indépendance en 1960 vis-à-vis de la Belgique, il y a eu beaucoup de sécessions comme le Katanga, etc., Kolwezi, tout ça, voilà, où l'armée sénégalaise a intervenu, plusieurs fois dans le cadre des Nations Unies, etc. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir la paix avec ce qui se passe dans l'entremise de l'administration Trump, mais malheureusement, avec le président congolais Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, il y a un souci dans l'entremise de la Maison Blanche, dans l'entremise de l'administration Trump. Je vous donne la paix, mais les ressources minières seront exploitées par les sociétés américaines. Par les sociétés américaines. Donc, on sait bien que les choses ne pourront pas profitables pour les Congolais. Et les Congolais ont tellement souffert. Les Congolais méritent d'avoir la paix, car c'est le pays le plus riche en Afrique. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est anormal. Voilà. Alors, donc, maintenant pour l'international, donc il y a eu la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Oui. Et puis, d'un côté, Israël et la Palestine de l'autre. Donc, quelle est l'analyse de l'expert que vous êtes? Quelle est votre analyse dans ces conflits-là? Alors, oui, c'est un peu que... Alors, c'est un éternel recommencement.
de ce conflit, c'est-à-dire qu'on fait du surplace depuis 1948, parce que l'Israël a été proclamé en 1968. De 1968 jusqu'en 1973, il y a 4 guerres. La première guerre israélo-arabe, c'est-à-dire au début c'était une coalition de pays arabes, que ça soit l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, avec des mercenaires, voilà, qui viennent de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, du reste des pays musulmans en quelque sorte. Du coup, 1956, pareil, 1967 et 1973. Ce qui fait que le problème, depuis 1973, il y a eu ce qu'on appelle un cessez-le-feu, c'est-à-dire des accords de paix qui ont été signés entre Israël et les pays arabes. Le fait que ces pays arabes-là, ils ne combattent plus Israël, cela laisse l'Israël les mains libres de pouvoir occuper progressivement les terres palestiniennes, que ce soit la bande de Gaza ou bien la Cisjordanie, ce qui fait que ces pays, cette partie-là du monde arabe s'étouffe. Mais les pays arabes ne font rien. Ils sont contents du fait qu'il y a là une forte présence militaire américaine. N'oublions pas que presque 50 millions de soldats américains sont au niveau du Moyen-Orient, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, l'Irak, Qatar. etc. Qatar, tout ça, leur sécurité est garantie par les États-Unis d'Amérique. Ce qui font que, la conséquence de cela, il y a un seul pays qui a soutenu officiellement la cause palestinienne, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui soutient la cause palestinienne, du coup, et les pays arabes là disent que non, l'Iran ce sont des chiites. Alors, on sait bien que les musulmans et les sunnites et les chiites au niveau de la communauté musulmane ne s'entendent jamais depuis le Moyen-Âge. Ils se sont toujours fait la guerre. Voilà. Du coup, ce qui font que, en même temps aussi, ces pays musulmans, ils disent que l'Iran est dangereux, il faut les calmer. Si on s'allie avec eux, c'est eux qui soutiennent l'extrémisme, c'est-à-dire les salafistes, les frères musulmans qui ont semé le chaos dans le monde arabe dans les années 80 comme 90. Ce qui fait que voilà, ils se méfient de l'Iran, surtout depuis l'avènement de l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini en 1979. Donc voilà, c'est un problème très complexe, mais ce que j'ai à dire, c'est-à-dire que il y a la fin de la guerre ce qu'il faut retenir par rapport à la guerre, c'est-à-dire que il y a une surprise générale du côté israélien comme du côté américain, parce que leur objectif qui était de casser l'armée iranienne, de changer le régime, de détruire le pays, instaurer un nouveau gouvernement, ils ont été surpris. La surprise c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une armée iranienne très moderne. La surprise, c'est quoi? Ils ont trouvé que l'Iran les a dépassés dans le domaine balistique et dans le domaine hypersonique, avec des missiles qu'on n'arrive pas à intercepter sur plus de 1200, sur plus de 1600 kilomètres en 12 minutes. En 12 minutes, autant pour moi, les missiles, comment ils s'appellent, iraniens parviennent à, voilà, À atteindre leur à cible. franchir, voilà, leur cible, c'est-à-dire à franchir ce qu'on appelle le dôme de fer qui était censé être infranchissable. En même temps aussi, l'aviation américaine avec les fameuses avions F-35 qui étaient des furtifs, etc. L'Iran en a abattu 5. Donc, en fait, ce conflit nous permet de dire qu'il y a ce qu'on appelle le monde change, surtout nous les Africains. On doit comprendre que le monde change. C'est-à-dire que cette suprématie occidentale n'existe plus. Et l'Europe dans tout ça. Alors, l'Europe, non, on sait bien que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'est rien d'autre que, voilà, un autre porte-avions beaucoup plus grand des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Donc, leur défense est assurée par l'OTAN. Regardez les armées européennes. Ils ne dépensent pas beaucoup dans le domaine militaire parce que leur défense est assurée au niveau de la sécurité collective de l'OTAN. Mais maintenant, Donald Trump demande la contribution de tous les pays membres de l'OTAN. Oui, comme le premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui refuse d'accepter les 5% de son PIB pour pouvoir contribuer à la défense. Donc, il a dit non, je ne peux pas. Cette guerre risque de m'étouffer. Donc, je ne peux pas faire ça. La guerre va étouffer mon peuple. Donald Trump lui répond que voilà, si vous ne faites pas ça, je vais doubler les taxes douanières au niveau des échanges entre nos pays, de deux pays. Ce sont ces taxes qui permettent de financer le budget de l'OTAN. Et c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a certains Européens qui veulent à Israël parce qu'ils se disent qu'Israël est source de tension. Ils menacent ce qu'on appelle la paix au Moyen-Orient, mais aussi la paix mondiale. La paix mondiale. Voilà. Oui. Est-ce que nous sommes passés à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale, à votre avis? Oui, je me dis que c'est juste de la manipulation. Je me rappelle en 1991, j'étais un gamin, très petit. Voilà, grandi auprès de mon grand-père avec la guerre en Irak. On disait que oui, Saddam Hussein a la bombe nucléaire, etc. Il va faire exploser le monde. En 2003, lors de l'évasion de l'Irak, ils avaient dit la même chose avec Saddam Hussein, la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà, le début de la guerre en Ukraine en février 2022, c'était la même chose. J'ai plus peur parce que je me suis dit que ce sont des manipulateurs avec leurs médias. Ils vous manipulent, la manipulation est basée sur la peur. Ils vous font peur pour pouvoir mieux vous contrôler. Et
eux, ils aiment beaucoup plus la vie que nous, parce que nous, au moins, on a ce qu'on appelle un côté de croyant qui nous permet de donner un sens à la vie, mais de donner un sens à la vie dans l'au-delà, alors que eux, ils ne comprennent que ce qu'on appelle la jouissance de la vie sur Terre. Donc, eux, ils ne souhaitent pas la fin de la seconde, la fin du monde. La fin du monde par une troisième guerre mondiale. Ah oui. Exactement. Et donc maintenant, à votre avis, je pose cette question à tous mes invités. À votre avis, le développement de l'Afrique peut commencer par quoi? Par l'agriculture, l'industrialisation, l'éducation. Donc vous, en tant qu'expert et professeur également, donc à votre avis, par quoi l'Afrique doit commencer pour amorcer son développement? Alors, tout à l'heure, on avait parlé de la Chine. La Chine, lorsque Mao est arrivé, vous savez ce qu'il a fait d'abord? Il a misé sur l'éducation. Donc, c'est l'éducation qui change les pays. C'est-à-dire que il faut créer ce qu'on appelle le capital humain. C'est ce que le président Bassirou Diomaye Faye et la vision 2050, il parle du capital humain. Lorsque le président Sonko, le premier ministre Ousmane Sonko est allé en Chine, il a remarqué que le secret de la Chine, c'est le capital humain. On est en Europe, on vit ici depuis plus de 15 ans, on sait bien que leur réussite, c'est quoi? C'est le capital humain. Donc, il faut mettre le paquet sur la formation, sur l'éducation. Sur l'éducation d'abord. C'est l'éducation qui permet de créer ce qu'on appelle des patriotes, des gens qui aiment leur pays d'abord, avec des matières telles que l'éducation civique. Il faut que les gens aiment le pays. Il faut que les gens n'aient pas envie de quitter le pays. Nous, on avait quitté le pays parce qu'on avait dit que ailleurs c'est beaucoup mieux. Mais avec le temps, on a compris que tout pourrait se faire chez nous. Donc, il faudra commencer par l'éducation d'abord, l'éducation de base, c'est-à-dire l'instruction qui permet de donner une éducation patriote à l'ensemble des Sénégalais ou bien à l'ensemble des Africains. Au-delà de ça aussi, on passe à la formation parce que dans nos pays, on sait bien comme le Sénégal, on privilégie beaucoup plus les matières littéraires et tout ça. Bah voilà, je voulais vous poser la question. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas mettre dans ce cas à plat le système éducatif parce que en fait, qui n'est peut-être pas adapté. Oui, le système éducatif ne nous mène à nulle part. C'est-à-dire qu'on forme des professeurs de français, on forme des poètes, etc. On forme des juristes, on forme aussi à l'université. Dès que vous avez le bac, après le lycée, je veux dire, vous êtes allé faire une formation en gestion. Donc, avant de gérer, il faudra produire. D'abord, il faut produire d'abord. On produit quoi? Avec ce qu'on appelle le secteur primaire. Après, on transforme avec une bonne éducation avec le secteur secondaire et avec le secteur tertiaire, on gère, c'est-à-dire avec les services, etc. La base d'abord, l'éducation, l'instruction, c'est-à-dire créer des jeunes patriotes bien formés. Après, il va y avoir la formation professionnelle avec des formations pratiques, l'électricité, l'agriculture, à nos besoins, l'agriculture, les transports, etc. Au-delà, vous passez à l'étape suivante, à la gestion de l'ensemble. Du coup, à la fin, vous aurez ce qu'on appelle un capital humain très investi, un capital humain très compétent pour transformer vos ressources naturelles en compétences, pour transformer vos ressources naturelles en un paradis sur Terre. Eh bien, très bien. Donc, Monsieur Maodoba, un expert, expert historien militaire contemporain, professeur en études stratégiques de défense et politique de sécurité, et donc quelqu'un qui est hautement qualifié, qui connaît très bien comme sa poche la géostratégie, la géopolitique. Oui. Eh bien, donc, nous arrivons au terme de l'émission. Je vous demande de bien vouloir vous adresser encore à votre caméra et de nous donner le mot de la fin. D'accord. Merci beaucoup, M. Soli, pour l'invitation. Merci beaucoup aux téléspectateurs, à nos compatriotes africains. On vous demande de croire toujours en Afrique, de soutenir aussi les luttes d'indépendance, les luttes de la fin de l'hégémonie occidentale à travers le continent africain. Soutenons nos frères qui sont au Togo, qui leur dit force à vous, nos frères qui sont au Kenya, qui se battent, etc. Et aussi l'armée malienne et tout ce l'armée burkinabé et l'armée nigérienne qui se battent pour la paix, pour le retour de ce qu'on appelle de la paix en Afrique. En même temps aussi, je remercie la régie avec Faisal et tout ça là, l'accueil. Ça fait plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Ba. Je remercie les téléspectateurs donc d'avoir suivi cette émission, cette belle émission, cette belle intervention de Monsieur Maodoba, donc un expert en
un expert, un historien militaire contemporain, un professeur en stratégie de défense et politique de sécurité, donc qui est venu nous rendre visite. Eh bien, je remercie nos téléspectateurs donc d'avoir suivi cette émission. Je remercie à la régie Monsieur Faisal Sidiki et également donc le PDG de cette chaîne, Monsieur Hamza Taj. Je vous souhaite une excellente soirée sur la chaîne Afrique 1 et je remercie également donc Monsieur Alioune Ndiaye qui m'a donné cette belle chemise. Ça vous va très bien quand même. Merci beaucoup. Ça vous va très qui bien. m'a donné cette belle chemise Oui. et je lui ai promis de la mettre au cours d'une émission. Donc c'est chose faite aujourd'hui, surtout avec un Sénégalais. Ça fait africain parce que moi en fait ça vient plus ou moins de chez moi. Moi j'habite à Hambourg. Donc la petite côte avec Sali et tout ça, les touristes le plus souvent ils mettent ça. Eh ben voilà. Et ça vous va très bien. Et c'est très joli. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie tous les artisans qui fabriquent ces chemises. Voilà, je vous remercie également Monsieur Sadat. Qui est également donc le chef de projet de cette chaîne et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur la chaîne Afrique 1 et dans l'émission Face à l'Afrique.